Soyez les bienvenus dans ce troisième rendez-vous du programme des JTSE en ligne. Nous sommes installés au Doc Haussmann, dans le site même des JTSE, où nous espérons tous nous retrouver l'année prochaine. Le programme de cette table ronde est assez familier de chacun de nous. Il s'agit de la visioconférence. Nous avons tous appris à utiliser Zoom, Teams au printemps. Les entreprises, les campus universitaires, les écoles se sont dans un même temps posé beaucoup de questions et ont commencé à s'équiper de ce matériel qui leur permettent de continuer leurs activités, de continuer de donner leurs cours, de continuer d'échanger avec leurs collaborateurs. Et pour beaucoup d'intervenants, pour beaucoup d'intégrateurs, pour beaucoup de prestataires, pour beaucoup de techniciens, ce domaine est devenu une forme de relais d'activité. Nous allons voir avec nos trois invités les solutions technologiques qui existent aujourd'hui dans ce domaine et ce que nous pouvons faire avec. Je reçois Philippe Hautemaison, Philippe Agus et Jean-Philippe Blanchard. Je vais demander à ces personnes de se présenter. Jean-Philippe. Merci Eric, eh bien, je suis très content d'être là et merci de m'avoir invité. Donc, je suis de la société Audiopole et donc je supervise la société Audiopole et donc on va pouvoir parler un petit peu de visioconférence qui est, en particulier nous distribuons la marque Clearone qui a à peu près 50% de part de marché au niveau mondial. Et pour moi, l'univers de la visioconférence est relativement nouveau et je dois dire que c'est un domaine passionnant et sur lequel effectivement il y a eu des avancées technologiques assez impressionnantes, donc je serais ravi de pouvoir en partager un petit peu avec vous. Merci. Philippe Hautemaison. Bonjour, merci. Donc, je suis Philippe Hautemaison, j'appartiens à l'équipe technique mise en place par Algam Entreprise, dédiée donc à tout ce qui est système d'intégration, en particulier avec les marques comme Shure ou QSC qui proposent énormément de solutions dans ce domaine-là. Et donc, merci bien de faire cette table ronde sur un sujet qui est effectivement fortement d'actualité et sur lequel il y a beaucoup de choses à dire à l'heure actuelle. Et Philippe Agus. Bonjour Eric, bonjour à tous, merci de nous accueillir sur ce très beau plateau. Donc moi je suis Philippe Agus, je travaille chez Sennheiser France comme Business Development Manager. En somme, je suis là pour répondre positivement aux clients finaux du monde des grands comptes corporate et d'éducation supérieure, à répondre à leurs demandes d'intégration IT-AV, de convergence IT-AV, domaine que je connais assez bien dans le cadre de mes anciennes fonctions chez Tech Data Maverick et Ingram au sein des business units audiovisuels. Est-ce que vous pouvez commencer par nous dire quels étaient les acteurs historiques, quels sont toujours, mais quels étaient les acteurs historiques de cet univers de la visioconférence ? Je crois que les acteurs historiques du monde de la visioconférence étaient à l'origine des gens de l'informatique. Et effectivement, on s'aperçoit que les gens de l'informatique ont vu qu'ils avaient déjà la connaissance des réseaux, la connaissance des produits informatiques, se sont vite mis à la visioconférence, indépendamment de la conférence, qui est un domaine un petit peu différent, effectivement, où là, les gens de l'informatique s'y sont mis. Mais il y a plein de produits venant de la visioconférence. Et en fait, on s'aperçoit que le marché aujourd'hui se sépare un petit peu en deux entre vraiment les spécialistes de l'informatique qui viennent avec des produits en général pas très chers, pas forcément très qualitatifs, mais qu'on va trouver un petit peu partout, et des gens qui se proposent des produits beaucoup plus qualitatifs et qui viennent non pas de l'informatique, mais plus effectivement qui sont des gens historiques de l'audio, comme mes confrères, effectivement, ou qui ont consacré effectivement uniquement le développement de leurs activités, comme Clearone, qui fait strictement que de la visioconférence. Et alors, si on prend un fabricant comme Sennheiser, historiquement fabricant de micros, de studios, de captation, comment la conférence est arrivée ? Alors, je suis assez d'accord avec le constat de Jean-Philippe. Les acteurs habituels, traditionnels de la visioconférence sont des gens qui sont issus des grandes entreprises,
pour leurs besoins de globalisation ou des gens de l'enseignement supérieur pour des besoins, par exemple, de campus connectés. Mais on a remarqué entre le premier et le second confinement, effectivement sur ce premier confinement, une demande plus portée sur le mass market, sur le second confinement, plus de solutions personnalisées. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que qu'on soit en distanciel ou en présentiel, les utilisateurs de ces solutions souhaitent intervenir comme s'ils étaient présents sur les sites. On a de plus en plus de besoins de collaboration et d'interactivité, comme si nous étions nous-mêmes sur le site. Sur l'année 2020, pour Shure, comment est-ce que vous avez constaté l'évolution des demandes par rapport à ce qui se faisait dans les années précédentes ? En fait, la partie visio chez Shure a commencé bien avant malheureusement cette arrivée de virus et de problématiques qui sont joints à ça. Donc en fait, on a des solutions qui sont proposées depuis plusieurs années, et effectivement sur l'année 2020, on a une explosion des demandes en termes d'équipements. Alors du coup, moins de salles, mais plus de solutions, on va dire, transposables, où effectivement on a besoin de pouvoir amener cet aspect collaboratif, conserver en fait cet aspect collaboratif qu'on aurait dans les salles standards. Et puis surtout, on a besoin dans les salles de réunion qui restent utilisables de respecter justement du coup maintenant des distanciations. Et pour ce faire, les gens ont besoin de plus d'espace, et donc des salles forcément plus grandes, avec des équipements qui du coup deviennent plus conséquents. Donc on a ici besoin de matériel comme les équipements qu'on va aborder tout au long de cet échange. Alors, quelle question principale on doit se poser quand on a la demande d'une installation de solution de visioconférence? Par quoi on commence? Il y a beaucoup d'éléments à prendre en ligne de compte. Le premier élément, c'est quelle utilisation, si c'est de la collaboration simple, ou si on va avoir besoin justement d'échanger des documents, si on a besoin de faire des présentations magistrales, ou si c'est plus vraiment des échanges type réunion, brainstorming ou autre. Ensuite, est-ce que tout le monde est en distant, ou est-ce qu'il y a des gens en présentiel? Donc, auquel cas, il va falloir envisager effectivement un site à équiper. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on a quand même l'usage traditionnel de ces salles qui sont à la base des salles de réunion et qui devront retrouver leur fonction après cet épisode malheureux. Et donc, cet équipement doit rester pérenne dans le temps. Donc, on a besoin aussi de s'assurer que, même si à l'heure actuelle, on a beaucoup de gens qui sont en distant, de s'assurer que à terme, ils pourront réutiliser les lieux tels qu'ils étaient prévus. Et du coup, dans ces lieux, il faut anticiper un petit peu cette utilisation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre de prendre n'importe quelle salle et de dire « ça, c'est ma salle de réunion ». Il va falloir justement appréhender l'environnement de cette salle, savoir si effectivement elle est viable en termes acoustiques. Il y a une problématique majeure à l'heure actuelle, mais qui date de très longtemps. En fait, ce n'est pas l'usage de la visio qui a amené ça, c'est toutes les salles de réunion, enfin pas toutes, heureusement, mais beaucoup de salles de réunion dans lesquelles on est amené à intervenir et à proposer des équipements sont à la base des salles lambda qui n'ont pas été pensées pour ça à la base. Et la problématique, c'est que ces salles, acoustiquement, ne sont pas viables dans la plupart des cas. Donc on est obligé de rééquiper les salles, de mettre de l'isolation acoustique, de faire en sorte que ces salles deviennent viables, ce qui entraîne des coûts. Si on arrivait quelque part à penser ces usages avant de se dire bah tiens, ça c'est bien, on a une salle qui ne sert à rien, on va l'utiliser comme salle de réunion, anticiper ces usages et peut-être faire en sorte que même nos amis architectes soient un petit peu plus impliqués dans ce... Oui, je sais, c'est une douce utopie, mais bon... mais pas que dans ce domaine-là, c'est vrai que l'acoustique a toujours été le parent. Voilà, mais à force on va peut-être y arriver, il faut garder espoir. Mais c'est ça, en fait, le premier sujet qu'il faut se poser, c'est où je vais le faire et dans quel but, en fait, quelle va être en fait l'orientation que je vais donner à l'utilisation de ces équipements. Après, à partir de là, on va effectivement envisager plusieurs solutions, après en fonction des contraintes qui sont sur le site, des besoins aussi du client final, puisque c'est quand même lui qui va utiliser tout ça et qui a besoin d'exprimer ses besoins, et puis du budget. Puisque il y a toujours... Ça rejoint finalement un petit peu les
les approches d'études qu'on peut avoir dans d'autres projets. Absolument, absolument. On est de toute façon, je suppose, on est tous équipés de personnes qui sont chargées justement de gérer cet aspect études et de pouvoir accompagner les intégrateurs ou les apprentis intégrateurs sur ces sujets-là. Tu as raison, effectivement, et au-delà de ces 3 points qui sont capitaux, que sont les questions d'ordre pratique, quel lieu j'équipe et pourquoi, les questions d'ordre logique, à savoir l'usager, comment va-t-il utiliser la salle et quelle technologie. Il faut anticiper effectivement les besoins en amont, parce que sinon on va rentrer dans des problématiques de shadow IT qui sont préjudiciables pour la sécurité informatique. Préciser shadow IT, c'est peut-être pas très clair pour tout le monde. La shadow IT, pour résumer, c'est la pratique des utilisateurs, des usagers qui s'auto-équipent pour des questions de temps. Ils bypassent en fait la IT et la sécurité IT pour s'équiper de logiciels ou de périphériques pour pouvoir travailler sans forcément avoir l'accord de la stratégie informatique. Donc c'est un sujet qui est extrêmement important, qui n'a pas été réellement pensé lors de ce premier confinement, qui commence à intégrer les esprits, d'autant plus au-delà de ces 3 points que comme notre intérêt est de défendre les intérêts des usagers et des clients finaux, et parce que ce client final est multiple, sécurité informatique, ressources humaines, direction commerciale, technique, direction mobilière, qu'il est important de prendre en compte tous les aspects de ces organisations au sein de l'organisation. Alors c'est très intéressant ce que disait Philippe Hautemaison, parce qu'effectivement, il nous ramène à notre métier de base qui est à la fondamentale, parce que dans une visioconférence, en général, quand il y a un problème, ça ne vient pas de la vidéo. Les caméras, ça marche, en général, ça fonctionne. Le problème vient de la prise de son en règle générale, et c'est le problème crucial qui est lié effectivement à la captation audio et à l'acoustique de la salle, comme tu le faisais. On peut rater 5-6 images, mais si on loupe 5-6 mots, le discours n'a plus de sens. Effectivement, là, on s'aperçoit qu'il faut arriver à sensibiliser les clients sur le sujet. Effectivement, dans une visioconférence, on perd la vidéo, finalement, on peut continuer. C'est ça la grosse différence, quoi. Alors que voilà, on perd le son, et bien on n'a plus rien du tout. J'imagine que chez Clearone, vous avez des solutions pour répondre à ces problématiques. Oui, tout à fait. Voilà. Comme je disais, effectivement, Clearone est un acteur majeur dans la visioconférence. Alors, Clearone ne fait que des produits pour la visioconférence. Donc, c'est le gros intérêt de ce constructeur, c'est qu'effectivement, ils vont proposer les produits de captation en termes de micro, en termes de processeurs, mais aussi les caméras. Donc, on peut faire un écosystème complet autour de la marque Clearone. J'allais me tromper. Et donc, il y a un produit qui est sorti tout récemment, parce qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, la grande demande qu'on a, c'est d'éviter de mettre des produits sur la table. La première chose qu'on fait quand on veut équiper un système en vidéoconférence, souvent les gens mettent des micro-haut-parleurs sur la table, reliés par des fils, donc déjà c'est pas très beau, une espèce de pieuvre au milieu, et avec ces histoires de Covid, on évite de pouvoir avoir des produits que l'on a besoin de toucher, ça nécessite de les nettoyer. Comment vont réagir les produits à terme avec X nettoyage à l'alcool, ça n'a jamais été pensé pour ça, donc c'est pour ça qu'on a une grosse demande de dire, voilà, les micros je ne veux plus les voir, il faut que ça soit au plafond, caché quelque part. Le problème après, effectivement, un micro au plafond, soit il est hyper directionnel, mais si la personne bouge, on perd tout. Enfin, il y a plein de problèmes. Effectivement, c'est développé dans les années passées. Je crois que Clearone était un des premiers à sortir ça, des systèmes avec des faisceaux. C'est-à-dire qu'en pratique, on a un certain nombre de micros qui est caché dans la dalle et on a un processeur et des algorithmes derrière qui vont gérer les faisceaux. Donc, en particulier, la nouvelle dalle de plafond BMA 360 de Clearone permet d'avoir 12 faisceaux. Le DSP est intégré dans la dalle. On a des faisceaux qui sont configurables en fonction de la salle. On va revenir dessus. Et puis, ce qui est très intéressant, donc il y a eu un gros travail de la part des ingénieurs de Clearone. On a une courbe de réponse qui est tout à fait constante en fonction de la directivité. C'est-à-dire qu'en général, quel que soit le micro, vous prenez un micro, on a une directivité qui va varier en fonction de la fréquence. Donc, on se retrouve avec des lobes qui sont complètement différents. C'est le schéma de gauche là dans ma petite diapo.
Et donc la Clear One a beaucoup travaillé dessus pour avoir effectivement une directivité constante. Donc le gros intérêt effectivement, c'est que si la personne se déplace, eh bien, on va garder une courbe de réponse tout à fait identique, quelle que soit la directivité. On va simplement perdre un petit peu de gain. Et donc cette perte de gain peut aller, quand on est en dehors du lobe, jusqu'à moins 40 dB. Alors moins 40 dB, c'est pas mal. Ça permet effectivement de complètement s'affranchir du côté de la réverbération de la salle, des effets de salle, à la fois des effets de salle et du fait qu'on veut éliminer une partie de la salle. Imaginons qu'on ait une porte ouverte avec une clim bruyante à cet endroit-là. Boum, sur ce faisceau-là, on va pouvoir complètement le couper et isoler et de à peu près 40 dB par rapport au reste. Et puis, comme le DSP est intégré dans cette dalle, on a aussi la gestion directement de système d'anti-écho qui est intégré aussi dans la dalle. Et puis, donc, le fait d'avoir tous ces faisceaux, on peut avoir jusque 12 faisceaux, permet de piloter une caméra ou un système de caméra derrière ou à la commutation des faisceaux. Donc une personne va parler sur un tel faisceau. Si une autre personne parle en face d'un autre faisceau, on va automatiquement commuter soit une caméra qui va se déplacer et rappeler un preset, soit une autre caméra qui est orientée vers une personne différente. Et donc, ce que je disais, que cette nouvelle dalle de plafond permet d'avoir jusque 12 faisceaux. Et en fait, on va configurer les faisceaux en fonction de la salle. Est-ce que c'est une salle carrée? Est-ce qu'elle est rectangulaire? Est-ce que c'est une salle type amphithéâtre? Et là, on peut même avoir des faisceaux qui vont aller, certains faisceaux qui vont aller à quelques mètres et d'autres faisceaux qui vont taper un petit peu plus loin. Donc, on arrive vraiment à avoir une prise de son tout à fait impressionnante à partir d'une dalle de plafond, ce qui était complètement inenvisageable il y a quelques années seulement. On a des résultats qui sont tout à fait impressionnants. Et puis, quand on passe d'un faisceau à l'autre, si la personne se déplace, passe d'un faisceau à l'autre, c'est complètement transparent à l'arrivée. Donc, c'est un résultat qui est tout à fait intéressant. Et donc, dans la configuration, je ne vais pas revenir dans l'écosystème complet, mais on peut mettre jusque 3 dalles, je ne vais pas trop rentrer dans des détails techniques, mais on peut mettre jusque 3 dalles sur un seul processeur. Et l'intérêt du système, c'est que tout est géré à partir du logiciel qui pilote le processeur. C'est-à-dire qu'on a le logiciel qui va nous permettre de faire le routing entre les entrées-sorties, donc les entrées-sorties de la dalle, des autres appareils qui vont rentrer éventuellement dans le processeur qui fait aussi matrissage. On va pouvoir gérer les sorties, donc c'est les sorties au niveau du processeur, plus les sorties au niveau de cette dalle qui peut avoir jusque 4 amplis, et qui est typée de 4 amplis 15 watts ou 2 amplis de 30 watts si on les bridge. Et puis avec le même logiciel, on va gérer l'égalisation en entrée, l'égalisation en sortie, on va gérer les gains, on va gérer la configuration de la dalle. Enfin, tout est géré à partir d'un seul logiciel. Donc on a un écosystème qui est tout à fait cohérent et très très facile à mettre en œuvre. Le fait d'avoir un seul logiciel, c'est intéressant. Donc comme je disais, c'est un univers qui est très 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 intéressant et on fait vraiment appel à des technologies extrêmement novatrices pour des résultats impressionnants. Chez Sennheiser, 75 ans Sennheiser Oui. Cette année, grande nouvelle. Oui, effectivement, c'est une grande nouvelle. Et je pense que le Team Connect Selling, qui est notre dalle plafond, est la juste expression en fait, des valeurs. C'est la traduction des valeurs de Sennheiser sur ces 75 dernières années. Donc ces valeurs, ce sont celles qu'on connaît déjà, que sont une captation cristalline, authentique, pour des échanges extrêmement intelligibles. Donc on parlera de technologies comme le beamforming. Et la deuxième des grandes valeurs, c'est la simplicité. On n'a pas vocation chez Sennheiser de faire des usagers, des ingénieurs du son. On pense à un moment donné que la technologie doit être à notre service et pas le contraire. Donc l'objectif, c'est de mettre en place des solutions qui soient intuitives et intelligibles. Donc je parlais de son cristallin. Donc ce sont des technologies qu'on va retrouver sur le Team Connect Selling, par intermédiaire du beamforming, mais également d'autres lignes de produits chez Sennheiser, comme le Speechline, par exemple, qui est un micro numérique. En somme, le beamforming, c'est un réglage automatique et intelligent de la captation qui va s'adapter et à la disposition de la salle, parce qu'on l'a vu avec les flex rooms, les salles, elles évoluent, on rentre de plus en plus dans des salles modulables. Donc l'idée, c'est de pouvoir se disposer n'importe où dans la salle pour être capté de manière intelligible. Donc ça, c'est le beamforming. Et puis pour les notions de simplicité, on va travailler avec une interface numérique qu'on appelle Control Cockpit, qui est propre au Team Connect Selling, mais également
au SpeechLine qui permet de réajuster un certain nombre d'options en termes de captation. L'idée derrière tout ça, c'est de vous dire que l'important, c'est d'avoir un maximum d'outils simples pour mettre en place en local une supervision des dispositifs, pour l'intégrateur de mettre en place une maintenance à distance, toujours au bénéfice de l'usager qui a besoin de communiquer des informations et au-delà de ces informations, de communiquer le bon ton. C'est pour ça qu'il est important chez Sennheiser d'avoir des micros linéaires qui captent vraiment sur des réponses en fréquence très larges. Il y a l'information, mais dans cette information, il y a aussi l'intention que vous souhaitez donner au message. Et ça, c'est une des valeurs les plus importantes qui existent chez Sennheiser. Alors, beaucoup de technologies dans ces deux marques. Chez Shure, alors comment on se positionne? Alors chez Shure, oui, alors effectivement, il y a les produits. On a tous effectivement notre dalle plafond maintenant, puisque tous les fabricants se sont mis à en faire. Dans le principe, moi, je parlerais plutôt d'un écosystème. L'idée, c'est effectivement d'apporter une solution quasiment dans son intégralité, et qui surtout dispose des certifications nécessaires, donc typiquement des certifications Zoom ou Teams, qui sont attachées avec et qui font partie aussi des plans de maintenance. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est certifié Teams, on rentre dans l'écosystème Microsoft, justement, et donc on fait partie intégrante de cet écosystème. Donc on s'interface beaucoup plus facilement avec leur logiciel. Typiquement, si vous avez la certification Teams et que vous branchez votre système en USB sur un ordinateur, le Teams va le comprendre et va se configurer automatiquement en conséquence, donc pour pouvoir utiliser justement l'environnement de la salle. Et donc chez Shure, aussi bien que chez les autres marques qu'on représente, comme QSC par exemple, on va appréhender ça sous forme d'un écosystème. Donc effectivement, on a les microphones. Alors typiquement, ça peut être du micro de table, ça peut être du RM, mais en forme de barre, qui peut être positionné justement de différentes façons. En fait, l'idée, c'est de s'adapter aussi aux contraintes de la salle. Et puis, on a la dalle de plafond, donc comme les collègues, qui va faire globalement les mêmes usages, puisqu'on retrouve de toute façon cette notion de beamforming avec un certain nombre de capsules, plus d'une centaine, en tout cas chez Shure, qui va permettre justement de s'affranchir un petit peu de l'éloignement du micro, pour compenser le fait que le micro se retrouve à plus de 2 mètres du locuteur et donner cette impression justement et enlever un peu l'effet salle de bain qu'on peut avoir justement dans les captations qui sont faites avec des micros qui sont positionnés aussi loin. Donc l'idée, c'est de privilégier l'intelligibilité. Et autour de ce micro, derrière, on a effectivement donc les DSP, comme le P300 par exemple, et puis aussi les haut-parleurs, puisque Shure propose maintenant des haut-parleurs Dante qui peuvent être interconnectés directement avec le reste du système, et tout ça en se basant sur le logiciel Designer qui permet de configurer tout ça en important par exemple un plan de la salle, en positionnant le micro à l'endroit où il doit se situer par rapport à la table, et en positionnant les haut-parleurs pour obtenir justement la meilleure couverture possible. Donc tous ces outils-là qui font partie du coup de cet écosystème permettent d'envisager une intégration efficace tout en restant relativement simple. Bon, après, on reste soumis aux lois de l'acoustique, donc il faut aussi prendre en compte le fait que derrière, il y a forcément des petits réglages à faire sur ce type de système pour obtenir le fonctionnement optimal. Mais la mise en œuvre globale reste relativement simple. Et sur la dalle, typiquement, on a un mécanisme de tracking automatique. C'est-à-dire qu'on a, comme chez Clearone, 8 lobes, pas 12, mais 8, qui se positionnent en fonction de la configuration de la salle. On peut mémoriser différentes positions, si on a une salle modulaire qui va changer d'utilisation, par exemple. Et on a donc un tracking automatique qui va permettre éventuellement de suivre dans une certaine mesure les locuteurs un petit peu énervés qui auraient tendance à s'agiter. Et donc ça permet de compenser justement ce type de mouvement. Donc ça, c'est l'écosystème Shure. Et puis si on a besoin d'aller au-delà, typiquement maintenant on va vers des structures, on va dire, centralisées, où dans les grandes entreprises, ils vont plutôt envisager d'équiper plusieurs salles, plusieurs étages en même temps, ou plusieurs bâtiments. Donc là, on va passer sur des choses centralisées, et là, on va pouvoir faire un mix entre ce que propose Shure en termes de captation et ce que propose QSC en termes d'infrastructure. Donc QSC propose aussi des processeurs, des caméras, des points d'accès, des interfaces USB, tout un écosystème aussi, avec des amplis, des haut-parleurs, et qui va permettre du coup d'aller au-delà en termes d'implantation et de pouvoir envisager de mettre un processeur dans une salle informatique avec tous les autres serveurs et de distribuer tout ce qui va être en fait
micro, écran de contrôle, caméra, seront considérés comme des périphériques réseau, faisant partie de cette infrastructure. Et un processeur peut gérer du coup un campus ou un bâtiment entier d'une entreprise de cette façon-là. Donc c'est ça en fait l'idée, c'est de pouvoir s'adapter à peu près tous les cas de figure en fonction de jusqu'où le client va vouloir aller, jusqu'où l'utilisateur final voudra aller dans son implémentation. Alors Jean-Philippe, je sais que tu es très sensible à la cohérence de la chaîne audiovisuelle. Et on s'aperçoit qu'il y a énormément de machines qui sont connectées entre elles dans tous les sens. Comment est-ce qu'on arrive à préserver cette cohérence ? On préserve cette cohérence, c'est déjà par des réglages de gain entre les différents éléments. Donc l'avantage de ClearOne, c'est qu'on peut rester effectivement dans la même marque de produit sur l'étendue de la chaîne, faire même des petits systèmes. ClearOne propose simplement des petits micros avec haut-parleurs. Pour une toute petite salle où on va mettre 2 personnes, on ne va pas mettre une dalle de plafond. Et puis pour des grosses salles, on va mettre des plus grosses caméras et on va rester effectivement dans la même marque sur l'ensemble de la chaîne. Maintenant, en termes de cohérence de niveau, on peut dire que c'est simple, un système de visio, il y a quand même, comme le disait Philippe Hautemaison, très justement, il y a quand même des réglages à faire. Il ne faut pas non plus penser que voilà, on pose tout et clac, d'un claquement de doigts, ça va marcher. Il faut quand même effectivement, comme n'importe quelle chaîne audio, ne pas avoir des gains qui sont incohérents, effectivement. Il y a des entiers. Il y a des règles à régler. Voilà, on ne va pas mettre comme un ampli, une sortie de console, on ne va pas mettre le monitoring à fond pour le baisser après sur l'enceinte amplifiée derrière. Enfin bon, il y a des règles habituelles à suivre et je pense que c'est un sujet qu'on va aborder par rapport à le type de notre clientèle, effectivement, sur lesquels je pense que tu voudras y venir un peu plus tard sur ça. Donc effectivement, il faut faire un système cohérent. Et c'est surtout sur les gains et les réglages je pense qu'on va arriver à quelque chose d'optimum. On évoquait un petit peu le sujet il y a quelques instants. En termes de sécurité informatique, si tout le monde commence à brancher des choses, on parlait de serveurs installés dans des locaux, comment est-ce qu'on arrive à garantir cette sécurité informatique ? La cohérence de la chaîne se fait par l'intermédiaire de l'audio numérique et donc des nouveaux standards qui sont déployés dans ce type de technologie. On peut parler de l'AES, on peut parler du DANT, on peut parler de l'IT en général. Et donc de cette capacité de superviser, de maintenir, mais aussi de garantir la sécurité des organisations par 2 moyens, à savoir le cryptage de cette chaîne, qui est permise grâce au numérique, je pense à l'AES, mais également grâce à des protocoles d'authentification qui existent, que ce soit l'AES ou les protocoles d'authentification 802 sont implémentés dans les matériels de chez Sennheiser, ce qui permet de garantir une chaîne audio qui soit extrêmement stable au sein du client final, de l'usager, mais également de garantir la sécurité et informatique et également des flux audio. Et la sécurité sanitaire, est-ce qu'il y a des outils parmi ce que vous proposez qui permettent de se garantir contre les virus d'aujourd'hui et de demain ? Le sans-fil est également devenu un standard de notre période que nous vivons, qui est celle du Covid. Donc moins on manipule les objets, plus on garantit sanitairement et l'hygiène des espaces. Donc le type de solutions qu'on propose, comme les micros de plafond, permettent de garantir cette sécurité. En l'occurrence, sur un Team Connect Selling, on peut travailler sur des niveaux de captation jusqu'à 60 mètres carrés. Donc ça peut même remplacer plusieurs dispositifs. Et son intégration au sein de Control Cockpit, qui est notre logiciel de prise de main à distance, permet de superviser à distance sans manipuler les solutions, y compris les micronumériques Speechline, en local. Ça permet de régler les gains, de désactiver un certain nombre de fonctionnalités. Mais c'est devenu un élément naturel de la période que nous vivons actuellement et qui est permise grâce à cette cohérence de la chaîne audio en numérique et à l'intégration des systèmes de sécurité au sein des solutions. Donc, quand on fait de la convergence IT-AV, l'audio est important, c'est la qualité, mais il ne faut pas mettre de côté l'IT, à savoir la quantité, à savoir donc le contenu et le contenant. Et donc ces 2 aspects-là doivent être sécurisés pour des règles sanitaires, mais également pour garantir la sécurité des informations au sein des établissements supérieurs
ou des entreprises. Je vais revenir juste une seconde sur la question que tu posais sur la sécurité informatique. Donc il est apparu dans cette période de confinement que les problèmes de sécurité informatique sont venus des opérateurs américains comme Zoom ou Teams, effectivement, qui, avec leurs serveurs effectivement basés à l'étranger, ne peuvent pas garantir une sécurité informatique à ce niveau-là. Et ça, c'est un des points qui peut être intéressant avec ClearOne, le fait qu'on a la possibilité, si on utilise leur logiciel de collaboration qui s'appelle Collaborate Space, d'avoir le propre serveur hébergé dans l'entreprise. Et je crois que c'est un des rares acteurs dans le domaine qui puisse proposer ce type de solution. Donc, il s'agit d'une plateforme d'échange ou c'est une plateforme d'échange, c'est équivalent à du de Teams, Zoom, Teams, Zoom, mais, Teams, voilà, mais effectivement, le serveur est hébergé dans l'entreprise. Et dans certains cas de sécurisation où on a vraiment besoin d'une grande sécurité informatique, le signal est crypté et on héberge son propre serveur. Quel avis vous avez par rapport à vos marques sur le fait de développer un système propre La difficulté, c'est que la majorité du temps, les logiciels, les soft codecs qui sont utilisés le sont à échelle de l'entreprise. Et du coup, il est compliqué, et donc majoritairement, c'est pour ça que Teams a une part de marché aussi importante à l'heure actuelle, font partie d'un package. Il y a énormément d'entreprises qui sont équipées en plateforme Microsoft pour le système d'exploitation et les outils de productivité, et du coup continuent dans cette même optique à utiliser alors du Teams. Après, certains optent pour Zoom ou pour Webex ou pour du Google Meets ou des choses comme ça, mais ça fait partie de plans d'entreprise, et si on veut éviter, comme disait Philippe tout à l'heure, le shadow IT, il faut que ce plan soit cohérent sur l'intégralité des collaborateurs. Et donc du coup, après, il faut arriver effectivement à faire rentrer un logiciel différent qui est moins démocratisé. Ceci dit, ça a l'avantage de ce type de solution de pouvoir effectivement sécuriser les choses. Donc dans certains cas particuliers, ça peut être très intéressant, mais c'est vrai que sur la majorité des usages, on va se retrouver avec les acteurs qui sont implantés et être obligé de jouer avec eux, et donc de proposer quelque chose qui s'interface avec. Après, comme je disais tout à l'heure, il y a tous ces programmes de certification qui font en sorte que, eux, c'est des éditeurs logiciels, donc de toute façon, s'ils ont des failles de sécurité, ils ont tout intérêt à les corriger le plus rapidement possible, ce qui a été fait. Et nous, on se doit d'être compatible avec ces acteurs-là. On n'a pas trop de choix. En fait, on vit une drôle d'époque, parce que on a besoin d'être proche de nos administrés, d'être proche, dans le cadre des agglomérations, on a besoin d'être proche des élèves, on a besoin d'être proche des collaborateurs, mais en même temps, on doit se tenir éloigné d'eux, donc il faut faire de la visioconférence. Et le principe de l'écosystème est extrêmement important parce qu'on a besoin d'utiliser des logiciels qui soient ouverts au sein des entreprises et à tous les collaborateurs, tout en respectant des certifications ou des environnements IT qui parfois peuvent être très restrictifs, mais qui peuvent être sécurisants. Donc on est sur des paradigmes très, très intéressants en ce moment, à savoir il nous faut des logiciels qui soient simples et qui permettent à tout le monde de pouvoir travailler les quelques réglages qui permettent d'affiner les solutions de captation de nos matériels et de les inclure en plus de ça dans des codecs qui ont également leur propre certification. Une des questions qui était importante là, par rapport aussi à la sécurité sanitaire sur laquelle tu posais la question, effectivement de dire, et c'est dans les questions qu'on se pose aussi quand on installe une salle, comment vous allez travailler au niveau informatique? Est-ce que chaque utilisateur amène son portable? Comment il va brancher son portable? Ou est-ce que vous voulez dire, à ce moment-là, je ne veux voir aucun portable dans la salle et on va gérer ça différemment? Donc la première chose, ça dépend. Si les gens utilisent du Teams, du Zoom, qu'on a affaire à une petite salle, en général, un collaborateur d'entreprise amène son propre portable. Après, comment il va le connecter? Bon, avec ClearOne, on peut être connecté en USB ou on peut utiliser ClearOne est complètement compatible avec ClickShare de Barco. Donc ça peut être une solution très intéressante de dire, j'ai aucun fil, je mets mon portable, on est en ClickShare et on est connecté sans fil sur tout le reste. Donc on va récupérer les caméras, on va récupérer l'audio, on va tout récupérer. L'autre solution est de dire, à ce moment-là, je ne veux pas du tout d'ordinateur, personne n'amène son ordinateur. À ce moment-là, on peut avoir un codec dans un coin et on va travailler avec la solution que propose ClearOne de solution de collaboration effectivement avec le logiciel, ou une autre solution peut être en général on a un grand écran dans la salle, d'intégrer dans l'écran
un ordinateur sous Linux, sous Windows, sous ce qu'on veut. Et à ce moment-là, l'opération de l'ordinateur va se faire sur l'écran tactile qui peut, lui, facilement être nettoyé. C'est des solutions. Donc, nous, on propose aux importateurs des écrans Vestel. On peut mettre un écran Vestel directement avec l'informatique intégrée. Et à ce moment-là, tout va se gérer sur l'écran et personne n'aura besoin d'amener son ordinateur dans la salle. Donc ça, c'est aussi une des questions à se poser quand on va installer un système de visioconférence. Oui, il y a aussi la possibilité d'utiliser une interface déportée, puisque là, on sait à l'heure actuelle aussi sur certains systèmes proposer donc un code barre à disposition dans la salle qu'il suffit de scanner pour pouvoir récupérer justement une interface de contrôle et de pouvoir donc piloter la salle avec son propre équipement et donc du coup d'éviter de toucher partout tous les équipements de la salle. Donc ça, c'est des solutions d'accueil qui sont envisageables avec les équipements qu'on propose. Et au-delà de ces interfaces qu'on a en propre chez les constructeurs, les différents constructeurs qui sont autour de cette table, l'avenir de l'intégration, et ça rejoint cette question autour du sans contact, c'est l'arrivée de l'intelligence artificielle dans le cadre d'intégration Smart Building, où vous allez rentrer dans la salle et tout va s'activer directement et avec des systèmes de reconnaissance faciale vous permettre d'arriver sur votre session de visio. Ça, on verra ça dans quelques années. Mais les constructeurs, auquel cas Sennheiser, commencent à réfléchir à des logiques de ce type-là. Et comment on peut travailler avec d'autres constructeurs cet écosystème du smart building et de la visioconférence qu'on verra dans quelques années. Alors là, on parle beaucoup de technologies relativement complexes. On va parler des compétences qu'il faut aussi pour mettre en œuvre ces technologies, parce qu'on a des techniciens, on connaît tous des techniciens qui ont des compétences dans le son, qui ont des compétences peut-être un petit peu en réseau, qui ont des compétences diverses et variées. Quelles sont pour vous des compétences qu'il faut réunir? Plutôt de l'IT, plutôt du son, plutôt de la vidéo, plutôt... Dans cette période troublée, on s'aperçoit qu'on a une évolution de notre clientèle. C'est-à-dire qu'on pouvait travailler il y a quelques années avec des sociétés qui typiquement avaient un magasin de musique, bêtement, et les gens, petit à petit, se sont mis à faire de l'installation, que ça soit de la conférence, que ça soit d'autres choses. Ça, c'est un type de clientèle qui ne vient pas du tout du monde de l'IT. On a un autre type de clientèle que vous connaissez bien aussi, qui sont des prestataires qui, malheureusement, aujourd'hui, subissent de plein Par la force fouet, des choses. effectivement, la crise du Covid. Et là, on a beaucoup de prestataires qui se sont dit, bon, j'ai plus de boulot comme prestataire, mais par contre, j'ai des compétences, j'ai des équipes. On va essayer de proposer des solutions sur de la conférence, sur de la visioconférence. Et on a pas mal effectivement, de nos clients qui s'orientent, et je pense que c'est pareil pour mes collègues, qui s'orientent vers ce type. Alors, je crois que c'est des avantages que nous, je dis nous, en parlant aussi de nos collègues, qu'on va avoir par rapport à des acteurs de l'informatique, c'est que c'est une clientèle qu'on connaît bien, et c'est une clientèle qu'on va pouvoir accompagner vers cette évolution, avec des formations, avec des choses comme ça. Et effectivement, alors qu'une clientèle, je veux dire un type de clientèle ou un marché typiquement de l'informatique, nous, on sera peut-être moins présents et venant du monde de l'audio, quoi. Donc c'est effectivement dans ce créneau-là que nous, on a une chance effectivement d'accompagner nos clients vers une transformation. Mais c'est une période effectivement, malheureusement, je dirais intéressante, parce qu'on voit vraiment une évolution en ce moment du marché à ce niveau-là. Est-ce qu'il est possible de partir d'un technicien son et de lui il y a perfuser IT? On a tous un niveau de compréhension des systèmes réseau, que ce soit des réseaux domestiques ou liés à notre entreprise. Donc on a déjà intégré ces logiques de l'informatique. Nous, on rencontre de plus en plus dans le cadre de formations liées au métier du son des jeunes qui sont déjà formés sur ce type de logique, donc qui ont l'avantage de savoir régler des paramètres audio, mais également des paramètres informatiques. Donc il y a déjà une curiosité naturelle. Ensuite, tu avais sorti ça, le paramètre important, c'est la curiosité. Oui, effectivement, il ne faut pas s'enfermer dans ses propres logiques, parce que ça serait un vrai écueil. Il y a la formation, donc cette formation, nous par exemple chez Sennheiser, on a fait le choix
d'ouvrir toutes les formations liées au système intégré pendant ce premier épisode de confinement. Elles sont encore disponibles. Donc un client de chez Sennheiser qui souhaite se former à l'intégration et à nos systèmes peut suivre des formations qui englobent nos solutions, mais également des pratiques normales, naturelles, logiques de l'IT. Et puis ensuite, je pense que ce dernier niveau d'auto-formation est lié à ces soft phones, à savoir toutes ces solutions logicielles, toutes ces certifications et tous les autres constructeurs qui gravitent autour des solutions IT et donc informatiques et audiovisuelles. Et la curiosité, la résilience, l'envie font que ces gens, pour qui effectivement l'informatique c'est quelque chose qui les dépasse un peu, trouveront naturellement des contenus de formation leur permettant de mieux appréhender ces logiques. Tu parlais tout à l'heure de périphériques Dante, d'enceintes reliées directement en Dante. Dante, c'est potentiellement des choses que savent maîtriser les techniciens audiovisuels. C'est peut-être une Globalement, porte. oui. Maintenant, en fait, le Dante s'est tellement démocratisé qu'effectivement, c'est oui. devenu un standard. Donc, et puis, ce qui est intéressant, c'est que les mécanismes qui sont utilisés par Audinet, donc l'éditeur de Dante, c'est des mécanismes qui existaient déjà au préalable dans l'informatique traditionnelle. C'est-à-dire que Audinet a adapté les protocoles existants déjà à la base dans les réseaux, les a adaptés à nos contraintes audiovisuelles, à savoir la gestion de la latence et la transmission d'un gros paquet de données en continu sur le réseau. Donc les gens de l'informatique maîtrisent de toute façon ces éléments-là, et on peut amener les gens de l'informatique à se former à l'audio jusqu'à un certain point. Hein, bon, il ne faut pas non plus... de même qu'on peut amener les gens de l'audio à se former à l'informatique jusqu'à un certain point. C'est pareil. Mais le fait que les deux côtés de cette équation puissent justement avoir accès à des formations, que ce soit chez Sennheiser, que ce soit chez ClearOne, que ce soit chez Shure avec le Shure Audio Institute qui propose aussi tout un panel de formations aussi bien dédiées que généralistes, que QSC qui a un portail de formation aussi. Et nous, en tant que distributeurs, on répercute aussi en formation présentielle régulièrement. Donc tous ces aspects-là font qu'effectivement, que ce soit d'un côté ou de l'autre, les gens peuvent se former, et s'ils sont suffisamment curieux, pour en revenir à ce que disait Philippe, ils peuvent arriver à acquérir suffisamment de bagages pour pouvoir maîtriser ce genre de situation. Et puis, il faut considérer aussi que les réseaux, malgré tout, les constructeurs de réseaux, de produits réseau, de switch et d'équipements réseau ne restent pas non plus insensibles à cette situation et font aussi des efforts en termes de simplification des équipements. Certains fabricants, alors je ne sais pas si je peux citer ces fabricants-là, mais proposent des switches configurables. Alors il y en avait dans le domaine de la presta et de l'événementiel. Luminex par exemple. Voilà, donc là, puisque tu l'as dit, moi je vais dire que Netgear fait aussi des efforts considérables en termes d'implémentation justement de simplification, donc des interfaces simplifiées, des choses qui permettent de déployer par exemple une configuration dédiée aux Dante en quelques clics sur un switch et de pouvoir exploiter ce switch directement derrière. Ça c'est très pratique parce que même quelqu'un qui ne connaît pas les fondamentaux du réseau peut quand même arriver à mettre en place une solution fonctionnelle relativement rapidement. QSC par exemple propose aussi des switches préconfigurés. Donc tous ces choses, en fait, les fabricants de l'audiovisuel ont aussi pris conscience de cet état de choses. Ils ont simplifié le discours. En simplifiant, voilà, le fait de proposer des équipements préconfigurés ou de pouvoir collaborer avec des fabricants de matériel renommés qui proposent ce genre de choses permet aussi de s'affranchir un petit peu d'avoir besoin d'un bagage trop élevé. Et après, il y a l'autre pendant de ça, c'est sur des déploiements comme ceux que je citais tout à l'heure, des déploiements centralisés sur des grosses entreprises. Là, il faut s'adapter en fin de compte aux réseaux, aux infra-réseaux existantes, puisque là, on est sur des réseaux convergents où, de toute façon, on va avoir à travailler avec les services informatiques. Là, en fin de compte, c'est plus une question de jargon et de compréhension que de réel savoir-faire, puisque jamais de la vie, un administrateur informatique vous laissera configurer ses switches. Jamais. Donc, le principe, là, c'est nous, en tant que formateurs, de pouvoir transmettre ce jargon et les éléments de base pour qu'il puisse y avoir un dialogue. C'est ça aussi l'idée, c'est que les gens, les intégrateurs, quels qu'ils soient, puissent dialoguer avec ces gens de l'informatique
en parlant à peu près le même langage de façon à ce qu'on puisse se comprendre, parce que c'est un jargon très particulier au niveau des gestionnaires IT. Et le fait que ces gens puissent se dialoguer, communiquer en disposant des bonnes informations, qu'on leur communique nous tous en tant que distributeurs ou que fabricants, justement sur les protocoles utilisés dans nos produits, sur les histoires d'adressage réseau, les histoires de configuration nécessaires, ça permet d'avoir effectivement quelque chose de fonctionnel in fine. Maintenant, je ne cache pas qu'il y a encore beaucoup de boulot à faire en termes de transmission de savoir et de formation sur ces sujets-là. Mais rien n'est perdu. Oui. Je crois que c'est très vrai ce que tu dis, et je dirais même qu'il y a une troisième étape. On a la première étape où on a un espèce de réseau fermé en dente, ça c'est facile à configurer, tout le monde sait le faire. La deuxième étape, tu l'as cité, c'est-à-dire qu'on va être à l'échelle d'un campus universitaire, par exemple, donc là on va travailler avec l'IT. Et la troisième étape, ça va être de passer vers l'extérieur. Donc là, on a encore une autre problématique, parce que comme on va passer vers l'extérieur, soit on y passe en restant dans l'IT, et à ce moment-là, il faut que les gens de l'IT, de la société, se mettent d'accord avec l'opérateur derrière, ça peut être assez compliqué. Et l'autre étape, c'est si on fait du téléphone, et en particulier de la VoIP, là on a encore un autre type de jargon, qui est le jargon des gens de la téléphonie. Et là, c'est encore une autre histoire, parce que ce n'est pas les gens de l'IT, c'est l'opérateur derrière qui va être derrière et qui va mettre en place la VoIP. Donc, ça peut devenir un petit peu complexe à ce moment-là. Mais et là, les effectivement, on constructeurs sont là sort pour accompagner. Et on accompagne beaucoup nos clients sur les intégrations VoIP, où typiquement, très souvent, on est confronté à ce type de problématique, puisque chaque entreprise va choisir effectivement l'équipement de téléphonie IP qui lui convient le mieux. Donc, effectivement, on a les gros acteurs du marché comme Cisco ou comme Avaya qui sont très répandus. Mais bon, c'est vrai que nous, en France, on a aussi Orange, qui propose aussi des choses et qui se base peut-être sur des équipements différents. Donc l'idée, c'est de pouvoir effectivement les accompagner pour pouvoir s'intégrer avec ces équipements-là. Mais c'est vrai que les fabricants ont tendance à proposer les implémentations les plus standards possibles des protocoles qui sont utilisés en VoIP, justement pour pouvoir être compatible avec la majorité des systèmes de téléphonie. Et il y a quelques rares cas où on est effectivement obligé de vraiment mettre les mains dans le cambouis pour pouvoir s'implémenter, mais dans la majorité des cas, ça se fait tout à fait naturellement, pour peu qu'on sache dialoguer. Oui. Voilà, c'est toujours le même... Et comprendre les jargons. Oui, c'est ça. Non, mais en fait, c'est vraiment le maître mot, c'est que la transmission de savoir doit se faire d'abord sur la compréhension de ce qui va se passer dans une transmission réseau, et après de savoir l'expliquer, parce que c'est ça la difficulté. Si vous dialoguez avec un informaticien et que vous lui parlez en jargon audiovisuel, c'est la même que si l'informaticien essaye de parler en jargon audio. Enfin, il faut communiquer ces éléments-là. C'est abordable. C'est la grande différence qui existe entre compliqué et complexe. C'est complexe, mais si on est curieux, on parviendra à ses fins. Et les champs des possibles en matière d'intégration, surtout en ce moment, sont ouverts. Et je pense qu'il est peut-être plus facile, comme tu disais tout à l'heure, de sensibiliser et de former les gens qui viennent du monde de l'audiovisuel à l'informatique que l'inverse, parce que souvent les gens de l'informatique n'ont pas conscience qu'on fait du direct, ou on fait que... Voilà. Et il y a un problème souvent qu'ils oublient, les gens de l'informatique, c'est le problème de latence. Parce que quand on fait de la bureautique, la latence, on s'en fiche. Maintenant, dès qu'on travaille, que ça soit en broadcast, en visioconférence, ça devient un problème crucial, et c'est souvent un paramètre qui est un petit peu oublié des gens de l'informatique. C'est vrai. Vous avez parlé tous de modules de formation, a priori très, très développés, très disponibles de vos marques. Est-ce qu'à votre connaissance, il y a des centres de formation qui ont monté des sessions dédiées à la visioconférence? Est-ce que c'est une question piège? Bon, non, ce n'est pas une question piège, mais si on rentre pas, si on parle de cursus du type BTS, par exemple BTS métier du son, on ne va pas rentrer dans ce cursus-là, mais on va effectivement l'aborder à un moment donné pendant la session scolaire, y compris dans... ce qui serait intéressant de savoir, c'est effectivement si les gens de l'IT commencent à se former aux problématiques de l'audio.
Ça, c'est Ça, c'est plus compliqué à obtenir. Voilà, parce que l'effort est plutôt de notre côté. En tout cas, chez Sennheiser, on participe à des sessions de présentation ou auprès d'organismes de formation. Pour les métiers du son, on aborde ces sujets-là. Ça commence à rentrer. Oui, on a une chance, c'est que dans les formations initiales maintenant, donc comme tu citais BTS, certains BTS audiovisuels intègrent de toute façon, pour cause de réseau audio numérique, intègrent ces notions de réseau. Donc c'est vrai que les jeunes générations sont beaucoup plus avantagées qu'on peut l'être nous. Par rapport à ça, c'est que typiquement le bagage IT que j'ai, je l'ai acquis au fil de l'expérience. Eux, ils vont l'avoir en partie dans leur formation initiale, puis après, ils pourront en avoir aussi en formation continue auprès justement des fabricants et, comme je citais tout à l'heure, les fabricants d'équipements réseau proposent aussi maintenant ce genre de choses. On joue notre rôle. Rôle. Et Arthur Miller disait que si l'homme ne façonne pas ses outils, c'est ses outils qui vont le façonner lui. Donc il est important effectivement que le monde de l'IT et de l'audio se parlent, que les gens qui passent des formations comme pour être ingénieurs dans les architectures réseau ou les communications unifiées prennent en compte les problématiques liées à l'audio et que effectivement les gens qui travaillent les métiers du son s'intéressent aux problématiques liées à l'informatique. Bah pour reprendre ta question, je pense qu'aujourd'hui, quelqu'un qui fait un BTS audiovisuel n'est pas forcément tenté de travailler dans le domaine de l'installation. C'est-à-dire qu'en général, il va vouloir faire de la sono. Bon, il n'y a plus de sono. Il y a eu une prise de conscience. Il va vouloir effectivement faire de la télé, il va vouloir faire des choses qui, entre guillemets, brillent un peu plus. Et je pense que la formation à l'installation d'une manière un petit peu plus large et au système de conférence, de visioconférence, va venir petit à petit. On a vu ça avec les systèmes d'ordre, où il y a une dizaine d'années, personne ne parlait de système d'ordre dans des formations de BTS audiovisuel. Maintenant, la plupart des BTS se sont équipés avec des systèmes d'ordre performants et il y a des formations spécifiques dessus. Je pense que dans quelques années, il va y avoir une orientation aussi vers les produits liés à l'installation et à la visioconférence. Et ils sont très demandeurs en plus. Puis il ne faut pas oublier que la convergence audiovisuelle IT est de plus en plus courte. Le temps de convergence est de plus en plus court. Là où avant on avait 2 ans de décalage entre l'apparition d'une technologie en IT et son implémentation en audiovisuel, à l'heure actuelle la fenêtre s'est réduite à même pas 6 mois. Et du coup, de fait, les gens qui font de l'audiovisuel, les intégrateurs ou les prestataires ou autres, pour utiliser les technologies en question, de toute façon, auront à faire un certain effort de formation, et ce n'est pas les programmes qui manquent, pour pouvoir s'adapter. Donc il y a effectivement une prise de conscience qui se fait petit à petit, mais qui se fait aussi un peu à marche forcée, puisque là, on l'a vu avec cet épisode de pandémie, les gens se sont adaptés. Donc, et bien adapté. Donc il n'y a pas de raison que ça ne continue pas dans le futur. Alors peut-être que ça ralentira un petit peu après le passage de la pandémie. Mais l'année prochaine, voilà. Mais il n'empêche que les programmes de formation, de certification existent et continueront à exister, continueront à s'adapter et à évoluer. Donc il n'y a pas de raison. Enfin, les outils sont là. Donc après, effectivement, si les gens sont suffisamment impliqués et veulent justement pouvoir maîtriser ce qu'ils proposent à leurs clients en termes d'intégration, à un moment donné, il n'y a pas de choix. Mais je pense qu'après la pandémie, ça ne va pas beaucoup changer. Les entreprises auront pris l'habitude de faire beaucoup de visio d'une manière générale, les universités, les écoles aussi. Donc je pense tout le monde va garder une grande part de visio. Pour les entreprises, si ça permet de réduire les coûts de loyer en mettant tout le monde en télétravail, en organisant des réunions en visio. Et pour l'enseignement supérieur, le principe des campus connectés qui sont des décisions politiques avant le Covid, mais il y a autre chose. Avec une forte démographie qu'on connaît en France, on ne va pas pouvoir, et je pense notamment à Paris intramuros, construire plus d'amphis. Donc où on va délocaliser, où on va permettre aux étudiants de suivre des sessions, des sessions visio, des cours, avec plus tard, effectivement, beaucoup plus d'interaction. Alors là, on parle d'étudiants, on parle de jeunes, on parle de personnes qui vont rentrer dans les métiers éventuellement de l'audiovisuel. Un exercice de style. Vous allez devoir chacun me citer un projet qui fait rêver, qui montre que la visio, c'est pas juste tirer du RJ45 dans les faux plafonds.
Moi, j'ai constaté l'émergence de nouvelles demandes liées à la visioconférence et à cette convergence IT-AV. Je peux en citer deux. Je peux citer par exemple dans l'enseignement supérieur la volonté de monter des studios, un petit peu comme celui-ci, pour accueillir des étudiants, des professeurs, que ce soit dans le cadre de cours magistraux, mais également de parler de la vie de la communauté universitaire, donc de rapprocher les gens malgré la distanciation physique. Et puis on a constaté également une émergence des petits événements de certaines fédérations de sport qui souhaitent diffuser et streamer une petite compétition de tennis parce que la salle est fermée au public, de basket également, mais également l'émergence de petits concerts. Si on ne peut plus aller au concert, le concert vient à soi. Et ça fait intervenir plein de pratiques, plein de logiques, et pour les prestataires audiovisuels, notamment celle de l'audio pour la vidéo, qu'ils connaissent déjà très bien, avec des remontées chat, des questions, des réponses. Donc on peut travailler la collaboration également en stream, et on l'a vu également avec Teams ou des applications comme Zoom, faire remonter des informations pour qu'il y ait une communication qui se fasse des deux côtés. Sans citer un projet particulier, je pense que c'est des technologies, tout ce qui est lié à la conférence, c'est des technologies très intéressantes parce que pour un jeune qui va s'y intéresser, on va parler d'audio, on va parler de prise de son, on va parler de vidéo, on va parler de processing, on va parler d'IT. Donc ça met en forme tout un tas de technologies différentes, complémentaires, et c'est un des domaines finalement où on mélange le plus de technologies différentes qui peut être extrêmement intéressant tant qu'on a, comme le disait mon collègue, la curiosité. Oui. Quoi. Il y a un certain challenge derrière tout ça. Et arriver à faire collaborer effectivement des environnements qui étaient à l'origine pas forcément convergents et qui du coup le deviennent au fil du temps de plus en plus rapidement. Tout en gardant une simplicité pour l'utilisateur. Parce que la grosse différence par rapport aux autres projets sur lesquels on peut être amené à travailler, que ce soit de sonorisation, que ce soit dans le broadcast, dans d'autres projets, on a affaire à des techniciens. Ici, quand on parle de visioconférence ou de conférence, l'utilisateur, il n'est pas du tout technicien. Donc il faut que pour lui, ça soit le plus simple possible. Et après, donc, le but finalement du fournisseur, le but de la personne qui va installer ou du jeune qui va être médecin, ça va être arriver à faire passer, à effacer la partie technique derrière pour présenter quelque chose d'extrêmement simple pour l'utilisateur. Finalement, Jean-Philippe, est-ce qu'on ne pourrait pas se dire que la technologie, à l'heure actuelle, malgré le contexte, réussit à rapprocher les gens comme elle ne l'a jamais fait, finalement? Oui, mais les gens vont quand même être en manque de contact. Oui, on prendra le cours des choses. On n'arrivera pas non plus à compenser le manque de contact social. Merci à tous les trois. Merci Eric. Jolie conclusion. Merci d'être venu à cette invitation et merci à vous tous qui nous avez regardés en ligne. Rendez-vous pour les prochaines éditions des tables rondes, conférences et masterclass de ce cycle JTSE 2020 en ligne.